j'aimerais vraiment laisser ma trace et aider à développer le basket français encore plus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Bonjour, je suis Loïc Prigent, vous écoutez Louis Vuitton Extended, le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car nous l'avons enregistré cet été. En juillet, j'ai eu le plaisir d'accueillir Victor Wembanyama. Phénomène du basketball mondial, joueur des San Antonio Spurs, vice-champion olympique et ambassadeur de Louis Vuitton. C'est le premier Français sélectionné en première position de la draft NBA. Victor incarne une nouvelle génération d'athlètes qui transcendent leur sport pour devenir des icônes internationales. Son approche du jeu, empreinte de finesse et d'intelligence, résonne avec sa philosophie de vie et sa maturité. Je vous invite donc aujourd'hui à découvrir l'homme derrière le champion. Bonjour Victor, vous allez bien ? Ça va, nickel, et toi ? Oui, ça va bien. Alors on va entrer dans le vif du sujet parce que je vais vous demander si vous avez bien dormi cette nuit. Non, c'était occupé hier soir. Il y avait la draft. C'est-à-dire ? La draft NBA, donc c'est la cérémonie d'entrée des jeunes de 19 ans dans la ligue. Et donc au début, on ne sait pas du tout, vous avez déjà des suppositions de qui va être drafté où et tout ça ou pas ? Ouais, bien sûr. Donc le joueur drafté en numéro 1, c'est souvent le meilleur. Ça signifie que c'est le meilleur et cette année, c'était assez évident. D'autres années, ça l'est moins. Ok. Et donc vous regardez ça avec du popcorn à la télévision ? Alors moi non, parce que mon équipe a drafté assez haut cette année, donc c'était pas avec du popcorn, c'était plus concentré que ça. Mais en général, oui, il y a toujours des surprises et des bonnes comme des mauvaises. Donc, c'est ça, il y a des enjeux, il y a des vrais enjeux d'équipe, quoi. Ouais, bien sûr. De qui va où, qui va chez vous, qui va ailleurs. On a drafté 2 très bons joueurs cette année. Vos 2 parents sont sportifs et j'aimerais bien savoir quels sont les conseils qu'ils vous ont donnés qui résonnent encore en vous. Pas trop de conseils niveau basket, hein. Plus dans la vie. Ouais, bien sûr. Après, oui, les leçons de vie qu'ils m'ont données tout au long de mon enfance et après, elles sont ancrées en moi, bien sûr. Mais pas de niveau basket. Ah ouais, non, c'est ça. On parle pas de basket quand on est ensemble. Et tu as pratiqué d'autres sports avant le basket ? Ouais. Genre, il y avait le football, c'est ça ? Le foot, enfin, plein de sports. Des fois, seulement 1 ou 2 ans, mais des fois plus longtemps. Mais j'ai fait du foot, du hand, du judo, de la natation, tout plein de trucs. Ah ouais, le sport quoi, le sport coûte que coûte, quoi. Ouais, il y avait de ça. Toujours. Et j'ai jamais passé une année de ma vie sans faire de sport. Et qu'est-ce qui a fait le déclic pour le basket ? C'était le basket, donc j'en fais depuis que j'ai 7 ans, hein, j'ai pas arrêté depuis. Mais même avant, j'en faisais parce que ma mère était coach de basket. Le déclic, je dirais, je sais pas s'il y a eu vraiment un déclic. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Quand je suis entré dans le haut niveau, plus ou moins pour mon âge, j'ai intégré assez tôt une équipe professionnelle, un cursus d'équipe professionnelle. C'était assez progressif. Ok. Ouais. Alors, vous êtes le premier Français, et bravo, sélectionné en premier choix lors de la draft NBA 2023. Donc, il y a pile 2 ans. Bon anniversaire. Merci. Puis, vous avez été élu Rookie of the Year. Et alors, pour une audience qui ne connaît pas forcément les règles de la NBA, est-ce que vous pouvez expliquer ces termes ? Donc, premier choix de draft ? Ouais. Donc, premier choix de draft, ça signifie, en gros, meilleur joueur de la génération de cette QV. Donc, de tous les joueurs qui sont pas en NBA, les équipes vont choisir parmi tous ces joueurs. Et il y en a combien à peu près à se présenter chaque année, c'est quelques centaines. Cette année, il me semble que c'était assez bas, mais mon année, il devait y en avoir quoi, 200, peut-être 200, je sais pas, entre 100 et 200. Mais c'est donc les meilleurs joueurs universitaires et en Europe, les meilleurs jeunes du monde. Et l'équipe qui avait le premier choix, qui a gagné le premier choix de draft, c'était les Spurs, et donc ils m'ont choisi en premier. Et Rookie de l'année, Rookie of the Year, c'est... donc les rookies, c'est les joueurs, les premières années en NBA. Et tout simplement, c'est le meilleur joueur dans sa première année de la ligue. Et ça a fait la une de tous les JT français qui commencent pas d'habitude par ça. Enfin, c'est pas vraiment au sommet de la hiérarchie de l'information, mais ce jour-là, ça l'était, quoi. Ah, super. Ça me fait plaisir de l'entendre. Parce que je suis pas super connecté au niveau des news, et puis surtout en étant aux États-Unis, je vois jamais la télé française, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Ah oui, ils soutiennent ici. Ah ouais ? Ouais, ils étaient en transe. Tout le monde était hystérique. Ça a été quoi le moment le plus marquant depuis ton arrivée en NBA, personnellement ? Il y a eu des moments durs comme des moments de plaisir. Je pense que parmi les moments les plus marquants, il y a les premières expériences, que ce soit en Summer League ou en saison.
La première victoire m'a beaucoup marqué à domicile. Et l'arrivée sur ces terrains, c'est plus de l'euphorie ou de la pression? La première arrivée sur le terrain des Spurs, quoi. La première arrivée, c'est... Non, pas de pression, franchement. C'était... Ah ouais? Ouais, non. Il y a d'autres moments où il y avait de la pression, évidemment, mais non, c'est du fun, c'est incroyable. Surtout sortir du tunnel et voir toute la salle qui est pleine à craquer 30 minutes avant le match, ça fait quelque chose, ouais. Mais c'est pas de la pression. Ouais, ils vous accueillent bien à San Ah Antonio. oui, bien sûr. J'avais l'impression qu'il y avait la moitié de la ville dehors à l'arrivée de l'avion, quoi. Ah oui, sérieux? Le lendemain de la draft. Ah ouais, non, c'était... Mais il y a votre tête sur les murs et tout, j'ai vu ça. Ouais. Il y a des fresques avec votre tête. Ça fait partie de la culture, ça, là-bas. Les joueurs sont vraiment proches de la communauté. Ça fait quoi de conduire le matin et de voir sa tête? Alors, je conduis pas depuis très longtemps, donc je sais pas. Oui, non, c'est sûr, c'est spécial. Mais ça arrive régulièrement à San Antonio, Ouais. effectivement. Ouais. Et c'est pas des pubs, quoi. C'est du, Ouais. j'allais dire du bénévolat. Enfin, c'est spontané, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Je trouve ça trop beau qu'il soit comme ça. C'est clair, non, c'est génial. Et puis même parfois, avant même que les joueurs rejoignent l'équipe et tout, quand ils savent que, par exemple, le joueur qu'on a drafté cette nuit, c'était assez évident et les fans ont déjà commencé avant même qu'il fasse partie de l'équipe à le mettre sur un piédestal, quoi, le ouais. célébrer. Ouais. Il y a quelqu'un en train de peindre sa tête là déjà Voilà. sur un mur quelque part Déjà. à San Antonio. Déjà, ouais. Ah ouais, ils sont chics les gens de San Antonio. Comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu entre humilité et confiance? C'est quoi le bon état d'esprit pour réussir selon toi? Le juste milieu, il est dur à trouver. Mais il vaut mieux être un peu trop du côté de la confiance que trop du côté de l'humilité. Ok. Parce Ouais. que, voilà, être trop du côté de l'humilité, on se limite soi-même. Ouais. On se met des complexes? Voilà, on se met des complexes, des contraintes. Alors qu'être trop du côté de la confiance, on ose peut-être un peu trop et ça, de temps en temps ça marche. Donc ça vaut le coup. Oui, le monde appartient à ceux qui osent. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a Léon Marchand, il nous a confié à ce micro qu'il avait un coach mental. Mhm. Et que c'était un des trucs qui avait émergé dans son entraînement américain. Mhm. Vous aussi, vous avez ce genre de coach? J'ai pas un coach mental, mais j'ai plusieurs personnes dans ma vie bien sûr, avec qui j'ai des relations, un peu du mentorship. Et j'apprends de beaucoup de personnes différentes, qui remplissent un peu le rôle de coach mental. Ouais. Mais le mental, il y a un vrai travail sur le mental, bien sûr. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur la NBA. Après, notre vie n'est pas dure comparée à quelqu'un qui bosse, qui charbonne à l'usine, mais c'est dur mentalement, évidemment. Moi, j'ai regardé des matchs je connais vraiment pas grand-chose au basket, Mhm. et j'avais la sensation de regarder des batailles, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent qui regardaient pas le basket avant et qui sont surpris de l'intensité et à quel point c'est divertissant, en fait. Il se passe toujours quelque chose dans un match de basket. Mais c'est divertissant, mais à Ouais. vivre, ça doit être... Ah ouais, non, mais ça secoue beaucoup, quoi. en plus, c'est tellement, comment dire, je trouve la natation, par exemple, je pense que mentalement, c'est plus, j'imagine, le dépassement de soi et aussi la santé mentale, évidemment. Parce que c'est du tout droit, et vraiment c'est la plus grosse machine mécanique qui va gagner. Mais au basket, il y a directement des gens qui mettent des bâtons dans les roues. C'est une bataille, c'est un combat. Et puis j'ai tellement de cicatrices et de bleus de partout parce que tous les soirs, j'en ai Ah une ouais. nouvelle. Ah ouais, bien sûr. Ah, il faut encaisser, quoi. Comment est-ce que tu définirais ton style de jeu? En fait, mon jeu, il évolue tellement et je me rends compte de tellement de choses, surtout dernièrement, que c'est... Je peux le définir, mais ce serait quelque chose de passé. Même si c'était Ah ouais. s'il y a seulement quelques mois, Qu'est-ce qui est en train de changer? je peux pas le dire trop à l'avance parce que ça donnera un avantage à mes adversaires. Mais non, mais je dirais qu'il était varié, mais peut-être trop varié. Que je me concentrerais plus sur des choses simples. J'ai énormément varié mon jeu dans ma vie, ce qui m'a permis de développer beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est plus le temps. Il est plus l'heure de se développer maintenant. Il est temps de gagner. Parce que c'est ce qui a halluciné tout le monde. Cette variété hallucinante. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir eu des coachs qui m'ont permis de faire ça et je suis reconnaissant envers mon moi du passé pour l'avoir fait parce que pour moi, ça a construit des bases super larges en fait. Mais voilà, c'est un moment, faut gagner. C'est sûr. Et quels sont les aspects de la culture américaine qui te plaisent le plus? En fait, ils ont pas peur de s'exciter sur des
que ce soit au niveau des athlètes ou enfin même du sport en général. C'est quelque chose de différent de la France, évidemment. Ils vont plus loin, tu vois. Ils sont... Les Français, ils sont un peu, ça va, l'enthousiasme, il est en train de monter, non? Depuis la bien sûr. La médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Ouais, non, bien sûr, c'est clair. Ouais, l'enthousiasme, évidemment. Ouais. Mais la culture du sport aux États-Unis, il y a aucun pays, je pense, qui peut rivaliser. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Des fois, c'est trop. Des fois, les athlètes sont carrément considérés comme des dieux, entre guillemets. En tant qu'athlète, je pense que c'est le meilleur pays, les États-Unis, pour faire carrière en tant qu'athlète, en tout cas. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, la culture des Spurs, par rapport aux autres équipes de la NBA? Ce qui est spécial, c'est que les Spurs, c'est la seule équipe professionnelle sportive de San Antonio, donc de première division en tout cas. Et donc, ils sont vraiment... C'est comme si l'équipe faisait partie de la famille, l'équipe et la ville faisaient partie d'une même famille, etc. Je sais pas pourquoi, ils sont juste gentils en fait. ils sont juste trop gentils. Comment ça, faire partie de la famille? Genre, les San Antoniens vous considèrent un membre de la famille? Ouais, bien sûr. Ils sont même pas surpris de nous voir dans la rue ou quelque part. Ils sont plus surpris. Et ça fait que ça donne une impression de confort pour nous, pour les équipes. Et je pense que T'es chez toi, quoi. Ouais, voilà, je suis chez moi. Et les réactions dans n'importe quelle autre ville des États-Unis ou même de n'importe quel autre pays, c'est pas les mêmes. Mais ça fait partie de la ville, c'est dans le tissu de la ville, quoi. Ouais. Ouais, c'est fou. J'ai vu des images où tu vas dans un bar et... Ouais, c'était... Ouais, ça va, quoi, y a pas de... Tout le monde te connaît et c'est tranquille. Ouais. Mais ils sont pas non plus dans un truc agressif ou quoi? Non. Ou qui serait... Non. Et pourtant, ils connaissent à San Antonio, hein. Tout le monde connaît les Spurs. Ouais, bah ça, oui, ça j'ai vu, ouais. Et qu'est-ce que tu as gardé de typiquement français dans ton quotidien américain? Pas grand-chose, hein, c'est dur. Ah ouais? Ah ouais, non. Moins que ce que j'aimerais. Ah ok, faut s'adapter. Mais il y a une boulangerie française qui a ouvert, donc j'y suis allé 2-3 fois. Ah ouais? Ça fait du bien, ouais. Pour juste le pain? Ouais, le pain, les croissants. Non, la nourriture, ça manque. Hein. Tu apportes beaucoup d'importance à la notion d'originalité, au fait d'être unique. Au-delà du basket, est-ce que ça s'applique aussi à la mode pour toi? Ouais, bien sûr. Même si dans ma vie, même si je suis en train de découvrir mon style depuis seulement quelques années, parce que dans ma vie, ça a toujours été dur de s'habiller, jusqu'à récemment. Comment vis-tu les moments des défilés Louis Vuitton auxquels tu es invité? Je suis concentré, mais c'est pas concentré de manière trop professionnelle en fait. C'est juste que je kiffe. et j'ai été surpris d'ailleurs la première fois que je suis venu, c'était il y a 1 an il me semble. C'est un show au-delà des habits, c'est un show de ouf en fait. C'est une prod, la musique, on est immergé dans un moment assez culturel. Ouais. Lors du défilé Homme Printemps-été 2026 de Pharrell Williams, c'était fou, il y avait un orchestre, des choristes, devant Beaubourg, et à la fin du défilé, je t'ai vu te faire avaler par une foule en délire qui s'est jetée sur toi. Et oui, je sais même pas pourquoi ils viennent vraiment, il y a Jay-Z à droite, il y a des stars, des footballeurs. Louis Vuitton, c'est la marque du voyage. C'est quoi les voyages qui t'ont le plus marqué? La Chine, ça m'a beaucoup marqué quand même. C'était où en Chine? C'était au début à Pékin, Beijing, et ensuite à Dengfeng, au temple Shaolin. Temple Shaolin, carrément, avec démonstration et tout? Le temple Shaolin, ouais. Enfin, avec démonstration, oui, j'ai vu une démonstration, mais puis démonstration et pratique. Ah ouais? J'ai pratiqué aussi, ouais, bien sûr. Moi, c'est pour ça que je suis allé. C'était pas... Bien sûr, c'était culturel et spirituel un peu le voyage, mais c'est aussi... c'était avant tout de l'entraînement. Ça veut dire quoi, un entraînement Shaolin? Wow, c'est des heures et des heures de coups de pied à répétition. Au début, on a commencé vraiment par les bases. Mais j'ai fait plus de coups de pied en une semaine que dans toute ma vie, ça c'est sûr. Douleur? Ouais. Parce que le corps n'est pas habitué à ce genre d'effort. Et ça fait quoi au mental? Non, ça va au mental. C'est vraiment différent, mais on s'entraîne dur aussi. On est habitué à souffrir. Ah oui, il y a une partie par contre qu'ils font, c'est que les étirements, ils font pas semblant. Ah ouais, dans la mobilité. Après, ils sont super mobiles. Ça marche, hein. Mais c'est violent. Hein. Et genre, ils écartèlent, c'est ça? Ah ouais, exactement, ils écartèlent. Non, mais une position dans laquelle tu n'as jamais été, ils vont y aller que tu sois capable ou pas. Hein. Oh, la torture. On a fait des trucs. Des fois ils te mettent en étirement comme ça et tout, et puis ils montent. Il met ses deux pieds vraiment sur tes... Tu sais, l'étirement en papillon comme ça? Ouais. Et puis le maître, il va mettre ses deux pieds sur tes genoux et monter. Si, je te jure. Et en fait, de force, il t'étire. Ça, c'était spécial. C'est pas tellement la douleur qui stoppe, c'est le doute qui s'immisce dans ta tête et qui te dit, mais en fait, ça va péter là. Mais c'est à ce moment-là que tu commences à craquer. Tu commences à dire stop.
C'est comme un bras de fer, c'est ça, mais avec tes jambes. Ouais, pareil, mais où tu peux pas gagner. Je comprends pourquoi ce voyage t'a marqué. Et qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour te divertir? J'ai de nombreux centres d'intérêt. J'ai regardé pas mal de séries, de films dans ma vie, lu beaucoup de livres. Après, je fais beaucoup d'activités créatives aussi. C'est-à-dire? J'en teste beaucoup. Dernièrement, Ah ouais? j'ai testé par exemple la poterie, la sculpture aussi. Ah Après, ouais? je dessine, j'ai peint récemment. Ah ouais. Enfin voilà, je fais tout plein de choses. Après, je passe du temps avec ma famille, mes amis. Quel genre de poterie? Quel genre de sculpture? Poterie, genre des bols, des verres. Ah ouais? J'ai fait une saucière à un moment. Mais non. Sculpture, j'ai fait ouais, enfin de la Avec sculpture. lance quoi. et tout, là? Ouais. Ah ouais. Mais pourquoi? Pour chercher le moment où on s'évade vraiment, c'est ça? J'aime bien aussi le process de commencer. C'est pour ça que j'aime le dessin, c'est pour ça que j'aime les Lego aussi, par exemple. Rajouter une petite brique à l'édifice ou modifier, faire un petit trait ou des petits détails par-ci par-là, et puis qui durent 1 seconde chacun, et puis au bout de 2 heures, tu fais un pas en arrière et tu regardes et t'as construit quelque chose, tu vois. Que ce soit beau ou moche ou grand ou petit. T'as construit quelque chose en fait avec une multitude de petits à-coups, de petits détails. Et quel livre t'ont marqué récemment? Récemment, quel livre m'a marqué? Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Prophète de Khalil Gibran. Ah ouais. C'est quasiment un Inspirant. mentorat, ce livre. C'est quasiment un mentorat. Tu Ouais. l'as lu? Ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, on en sort avec plein de Ouais, principes. grave. Mais grave. En plus, il y a des phrases qui me marquent, etc. Juste, Et puis, des fois, j'ai pas appris de citations, mais des fois, je vais vivre une situation dans la vie et puis je vais me dire, ah, attends, ils en ont parlé dans le Prophète, tu vois. Et une citation qui va sortir comme ça, alors que je savais même pas que je l'avais apprise. On arrive à la fin de notre échange, mais j'aimerais savoir quelle empreinte tu aimerais laisser au basketball. Déjà, un winner, c'est toujours la première chose, gagner le plus de titres possible. En NBA et en équipe de France. Et je commençais par la France. En France, j'aimerais vraiment laisser ma trace et aider à développer le basket français encore plus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour le basket français. Autant dans les infrastructures et dans le sportif que culturellement. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Et aux États-Unis ou à l'international, donc pour la NBA, j'aimerais qu'à la fin de ma carrière, on me considère comme un winner qui a gagné beaucoup de titres avec l'équipe qui m'a drafté, donc avec les Spurs, quelqu'un de loyal, mais aussi j'aimerais un peu révolutionner certains aspects, entre guillemets, parce que je suis tellement intéressé dans la technique, etc., et même la gestion du corps, le développement, que voilà, j'aimerais avoir un impact sur les futurs basketteurs et changer la manière dont on voit le développement physique et technique au basket. Ah ouais, c'est-à-dire? Parce que tout le monde dit que tu changes la manière de jouer. Ouais. Que tu es en train de la transformer. Ah ouais? Ouais. Bon, ça c'est cool, ouais, bien sûr. Comment on peut transformer la manière de jouer le basket? On peut vraiment... C'est pas immuable, quoi. Non, c'est pas immuable, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, j'inspire sûrement aux grands, les très grands gabarits. J'espère que je casse certaines cases dans lesquelles les grands sont mis. Mais moi, je suis qu'un acteur de ça parce que c'est des grands joueurs des années passées qui ont initié ce mouvement. Je pense à Kevin Durant ou Giannis qui ont révolutionné le basket et j'espère que ce sera mon cas dans plusieurs années, bien sûr. C'est quoi ton conseil pour des jeunes qui, justement, tu parlais des jeunes, pour les jeunes qui se lancent dans le basket pour gérer la pression et tout? Parler de gérer la pression en premier, c'est un peu sauter une étape parce que pour avoir de la pression, il faut déjà... Enfin, il y a moins de pression si on joue avant de rentrer dans le cursus d'équipe professionnelle qu'après. Je dirais que la clé, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'être en paix en fait avec son développement et avec sa vie, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes qui se forcent à faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément, mais dans le basket comme dans les autres sports. Et je pense que la clé, c'est pour être en paix et pour aimer et d'aimer ce qu'on fait en fait, d'apprendre à aimer ce qu'on fait plutôt que de se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. J'ai testé plein de choses, mais je suis quand même resté assez vrai avec moi-même et je pense que c'est arrêter d'essayer de se conformer à des mentors qui s'imposent comme mentors. Voilà, c'est souvent les parents par exemple.
Les parents, ils peuvent être des très bons parents dans la vie et des très mauvais coachs de basket. Enfin, de basket ou de n'importe quel autre sport, hein, c'est bien connu. Ouais. Un coach qu'on n'a pas choisi et qui s'impose comme mentor, c'est tout aussi négatif. Il faut avoir de l'humilité, évidemment, mais aussi essayer de garder la tête hors de l'eau pour se faire ses propres avis et prendre des conseils des gens à qui ça nous parle, quoi. S'affranchir. Ouais, s'affranchir, exactement. Trop bien. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. J'aime beaucoup comment Victor Wembanyama s'étend. Ça s'appelle Extended, le podcast, et lui, il fait ça avec son corps. Il va voir d'autres sports, d'autres disciplines pour que son corps prenne d'autres capacités, d'autres habilités. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire avec son cerveau. Mais c'est bien de le faire aussi avec son corps, bien sûr. Donc de l'entendre de sa bouche, ça m'a beaucoup inspiré. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Louis Vuitton Extended. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires en compagnie de personnalités visionnaires. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Apple Podcast. Pensez à vous abonner au podcast pour recevoir les notifications, comme ça vous ne loupez aucun épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis Vuitton Extended.